Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission 7 à 3 qui est une plateforme du débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou mais dans le respect et la courtoisie. L'utilisation ou sinon l'arrivée des NTIC constitue-t-elle un danger pour les apprenants? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir avec 1,967 milliards d'utilisateurs dans le monde. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont bouleversé la vie quotidienne, regroupant les techniques utilisées dans l'informatique, les télécommunications et Internet. Les NTIC permettent de produire, transformer ou échanger de l'information en quantité importante en temps réel ou dans des délais très courts. Selon David Fayon, cet essayiste français et administrateur des postes et télécommunications diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications de l'Université de Paris 6, voilà, l'idée des nouvelles technologies appliquées à l'enseignement est ancienne, mais avec le développement du web, elles prennent une importance accrue. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication apportent de nouveaux outils pour l'enseignement avec de vastes champs d'application. Ces nouvelles technologies modifient l'organisation du travail et l'évaluation des étudiants, mais laissent de nombreux points en suspens, notamment l'inégalité, la sous-utilisation de l'outil, les formations au logiciel, etc. Pour certains, les NTIC installent entre l'apprenant et l'objet de son apprentissage une distance préjudiciable sur le plan cognitif. L'influence plus généralement d'une utilisation intense des NTIC sur les capacités cognitives et langagières des élèves est négative. Une frange importante de la société pense que les meilleures performances s'observent généralement chez les apprenants qui ont un degré moyen d'utilisation des ordinateurs. Les apprenants sont habitués à obtenir facilement les informations grâce aux NTIC, de sorte qu'ils ne travaillent plus autant qu'il le faut pour apprendre efficacement. Finalement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont-elles apporté un souffle nouveau aux apprenants? Entre compétitivité, facilité et taux élevé de fraude aux examens et concours, que peut-on retenir des NTIC? Dans tous les cas, nous en parlons dans quelques instants. Justement, pour en débattre ce soir, nous avons convié deux personnes, notamment M. Yves Kumba qui est diplômé en psychologie du développement de l'enfant et de l'éducation. C'est bien cela. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons aussi M. Serge David Ebunamba, qui est lui chargé, Serge Daniel Ebunamba, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis David, qui est chargé de ressources humaines au Centre de ressources informatiques et réseaux de l'Université Omar Bongo, le CRIR, la première université du Gabon, pour être plus précis. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons de l'arrivée des NTIC dans l'enseignement. Ensuite, nous nous appesantirons sur le développement de la compétitivité chez les apprenants, puisque ce sont des outils qui réduisent les distances entre les personnes et surtout entre les continents. Enfin, nous parlerons des différentes techniques de fraude en milieu scolaire, secondaire et universitaire qui se sont développées par le biais de toutes ces stratégies. Alors, d'entrée de jeu, messieurs, peut-être nous édifier. Qu'est-ce qui constitue un NTIC et voilà, quelle différence doit-on apporter? Bon, déjà, merci. Par rapport à la thématique, je me sens un peu à la limite gêné du fait que nous parlions un peu des NTIC. Simplement parce qu'il y a un certain nombre d'ensembles de moyens de communication aujourd'hui, disons, qui sont relégués pour être remplacé par d'autres nouveaux moyens de communication aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, je vais dire, si vous devez citer, par exemple, aujourd'hui, nous avons l'usage tous de la fibre optique, par exemple. Mais dans quelle catégorie on peut classer la fibre optique? Dans l'éthique ou les NTIC? Non, la fibre optique elle se met dans l'éthique. En ce qui sens que d'abord l'éthique, c'est les NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ouais. Donc il y a un certain nombre de moyens qui nous permettent de dire, en termes d'appareils, en termes de logiciels, qui permettent de classifier certains comme appartenant au NTIC et d'autres appartenant comme au TIC. Et donc, rien qu'à l'exemple de la fibre optique, l'utilisation qu'on en fait, ou le moyen qui nous permet de maximiser notre connexion à haut débit aujourd'hui, qui est l'un de ces moyens, qui est la fibre optique, c'est un moyen, effectivement, qui est considéré comme l'éthique. Donc, il est quand même important que lorsque nous devons débattre sur ce sujet, que nous puissions faire quand même cette différence en termes de sémantique dans
l'utilisation d'éthique aujourd'hui. Ok, et justement, vous avez, vous qui êtes plutôt, peut-être qu'on ne l'a pas dit aux téléspectateurs, concernant le thème, vous pensiez que les NTIC et les TIC en même temps constituent des dangers quand même pour les apprenants gabonais et africains en général. Oui, effectivement, on peut dire que les NTIC constituent un danger dans les apprentissages. Aujourd'hui, on constate que la plupart, bien, les étudiants ou les élèves ne fournissent plus aujourd'hui assez d'efforts dans la réflexion, dans l'apprentissage des connaissances. Qu'est-ce qu'ils font? Certains d'entre eux passent du temps à aller sur le net et recopier les mémoires, et recopier les introductions, rabâcher tout ce qu'il faut comme information, des connaissances pour fournir leurs devoirs. Donc du coup, au niveau des apprentissages, bien de la mémoire, ça constitue vraiment un danger pour les étudiants parce qu'il n'y a plus assez d'efforts, comme je le disais, au préalable. Alors, mais est-ce que l'objet de l'arrivée, est-ce que l'arrivée même ou l'utilisation des techniques de l'information et de la communication, ou bien même encore celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, visait à installer ce sentiment de facilité chez les apprenants? Bon, mais moi je pense déjà que d'emblée, il faut d'abord partir du principe que pour toute technologie, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, le but c'est de favoriser une certaine, on va dire quoi, de favoriser une réduction en termes de travail, en termes de, pas en termes d'effort, mais surtout en termes de travail, parce que vous ne le voyez pas, on est centré sur quelque chose d'assez important, c'est la question du temps. Donc entre faire quelque chose de manuel et quelque chose d'automatique, vous verrez forcément qu'en termes de temps, vous avez plus de temps à le faire en automatique qu'en manuel. Est-ce que cela veut dire pour autant que c'est une façon de faciliter, enfin, de réduire les efforts? Je ne pense pas. Mais c'est une économie, non seulement en temps, mais aussi en termes d'efforts. Donc, si on parlerait de l'arrivée des NTIC ici, dans l'enseignement, on voit justement comment les choses devront se faire. Vous prenez un exemple, si vous devez envoyer un devoir, entre l'envoyer par DHL et l'envoyer par pièce jointe sur l'adresse email d'un enseignant, moi je trouve que là, on voit l'importance justement de ces TIC-là, à envoyer son devoir le plus rapidement possible par la voie Internet que de l'envoyer par la voie du colis postal, par exemple. Donc, vous aurez un certain nombre d'éléments comme ça, tout en n'obstant pas que, comment dirais-je, que toute science, ou je veux dire toute technologie, a forcément ses revers. Mais en ce qui concerne l'arrivée des NTIC, que ce soit dans les pays africains ou en particulier au Gabon, le but c'est de favoriser, le but c'est de permettre à ce que les gens ont un temps réduit en termes de travail, simplement. C'est l'un des buts qui est visé là-dedans, l'économie du temps. Il s'agit de l'économie du temps et n'oublions pas que dans le système de la mondialisation, c'est le temps. Mais est-ce que l'économie du temps permet à un apprenant de réellement comprendre le travail qu'il abat? Non, effectivement, l'économie du temps ne permet pas à l'apprenant, quand on sait que l'apprentissage c'est un processus. Alors ce processus, ça demande le temps. On ne peut pas apprendre bien une leçon en 10 minutes. Non, il faut sérieusement prendre du temps, il faut la répétition pour que l'on acquiert, l'on retienne les connaissances, ce qu'il faut retenir. Voilà. Mais le faire à cause du temps, je crois que ça vient déranger ou bien, comment dirais-je, un peu freiner le développement cognitif ou bien l'intelligence, si on peut le dire ainsi, des étudiants, des élèves et des étudiants. Puisqu'il s'agit du temps, il faut faire vite à cause du temps, mais les élèves n'acquièrent pas les connaissances antérieures. Il y a un problème des acquisitions des connaissances antérieures avec l'outil informatique. Il faut le faire vite, avec de la note, il faut le faire vite. Mais lorsqu'on vérifie ces étudiants, lorsqu'on vérifie les connaissances, on prend cet élève qui vient de faire un devoir, va vite. Lorsqu'on vérifie les connaissances, on constate que finalement l'étudiant ne maîtrise pas ce qu'il faut, ne peut pas faire une récitation comme on le faisait autrefois. Réciter un cours, ça n'existe plus aujourd'hui, avec l'arrivée des NTIC. Donc dans ce sens-là, je dis que les NTIC constituent plus ou moins un obstacle. Un obstacle d'abord va constituer un obstacle, mais aussi un bouleversement, si vous me permettez, Dinan, juste
je vais arriver par là que l'arrivée de NTIC dans l'enseignement va constituer un bouleversement tant chez les enseignants que chez les étudiants. Chez les enseignants, on constate finalement aujourd'hui que les enseignants, avec cette arrivée, doivent changer de méthode, sortir des méthodes traditionnelles qui consistaient que l'enseignant était celui le détenteur des connaissances, qui était là, les connaissances se transmettaient à sens unique, de façon passive. Aujourd'hui, avec l'arrivée de NTIC, et d'éthique en même temps, et chez les étudiants aussi, ça permet aussi aux étudiants d'échanger, de voir les méthodes d'apprentissage. Voilà, c'est juste Vous voulez réagir à ces déclarations? Oui, je voulais réagir pour rappeler simplement à M. Koumba que, bon, lorsque vous voyez je veux dire, les réalités actuelles, vous prenez un exemple simple. Vous avez une pile de travaux à remettre. Et puis, je vous prendrai un exemple simple de Google Translator, par exemple. Mais on vous donne un texte que vous devez traduire. Vous avez d'autres devoirs à côté, dans le cas de l'apprenant, puisque nous en sommes là, dans le cas de l'enseignement. Mais écoutez, ce gars, il fait de l'économie. Plus que tout ce qu'il a à faire, c'est seulement avoir, à la limite, si le texte avait été saisi, tout ce qu'il a à faire, c'est le coller sur Google Translate et le texte, il est traduit. À la limite, tout ce qu'il aura à faire, c'est juste avoir du temps pour regarder en termes de sens, parce que ce n'est pas seulement une traduction littérale. Il gagnera du temps sur ce dernier. Et pour en venir dans des expériences, tout à l'heure, je l'ai dit, un devoir que vous devez envoyer par colis postal et un devoir que vous devez envoyer par mail, je vous dis que vous avez plus de temps. Vous aurez plus de temps, plus d'économie, parce qu'au-delà du temps, il y a aussi de l'argent que vous économisez. Pour l'apprenant, c'est de l'argent qu'il économise. Entre envoyer le courrier par DHL, je sais, beaucoup sauront à peu près ce que ça fait, puisque c'est en termes de kilos que ça doit être envoyé. Mais lorsque vous l'envoyez par pièce jointe sur l'adresse de votre enseignant, ça vous coûte quoi exactement? C'est juste avoir un peu de connexion et juste avoir une adresse électronique et par la suite envoyer votre devoir. Vous aurez gagné que de l'envoyer par exemple par DHL. Donc les mécanismes, je veux dire les processus qui permet de faciliter justement l'acheminement de ce devoir-là, sont plus rapides que d'utiliser justement les moyens traditionnels. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'au niveau, de l'enseignement ou chez les apprenants, on voit nettement la différence qui existe. Oui, je ne refuse pas. Je voudrais dire, oui, allez-y, s'il vous plaît. En disant que, oui, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais lorsque je prends des exemples, ce qui se passe en fac ou bien lors de traduction des textes, tout ce que nous faisons chez l'étudiant, c'est d'avoir une connaissance, mais une compétence après ses études. Alors, lorsqu'il utilise les NTIC tout son temps, lorsqu'on donne un devoir de traduction en anglais ou bien en espagnol, il va sur le net, il colle, il traduit. Mais il n'a pas d'intention, il n'a pas de comme ça. Il ne retient pas. Et ça constitue un danger. Ça constitue un danger parce qu'après, il ira sur le terrain. Il ne sera pas compétent sur le terrain, il y aura un problème de compétence sur le terrain dans ce sens-là. Voilà ce que j'ai dit. Il y aura un problème de compétence. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on aura l'impression, ou bien qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est une bonne majorité des apprenants qui sortent de grandes écoles, etc., et des universités, en utilisant les TIC et les NTIC, n'ont pas réellement le contenu nécessaire pour changer la société ou apporter leur pierre à l'édifice? Effectivement, puisqu'ils sont restés, pour ma part, ils sont restés collés au NTIC. Tout le temps, il faut aller au NTIC. Donc, il n'y a plus assez d'efforts, il n'y a pas eu assez d'efforts pour oui, allez-y. Il n'y a pas eu assez d'efforts pour retenir, pour écrire, rédiger, ou bien, je ne sais pas, faire des plans, bien et tout. Mais l'étudiant est collé sur les NTIC, donc il n'y a pas assez d'efforts parce que après, la conséquence que l'on voit après l'utilisation des NTIC, c'est que l'étudiant n'est plus compétent sur le terrain, il y a un problème de compétences qui se pose. On va entendre que oui, effectivement, il a été à l'université, il a les connaissances, mais il a un problème de compétences sur le terrain. Voilà. Allez-y, vous pouvez réagir, vous avez le droit de réagir. Oui, merci de me rappeler que j'ai le droit de réagir. Bien sûr, bien sûr. J'avais cette envie depuis. Ce que je ne comprends pas, en fait, je vais dire, moi je vous parlerai par exemple de mon exemple. J'ai été étudiant dans notre université, donc l'université Bongo, où j'ai pas utilisé un seul livre. Vous avez toujours utilisé... Je n'ai pas utilisé un seul livre éthique et les pour la rédaction de mon rapport, pour cette époque, lorsque nous étions dans le système normal, donc avant le LMD, pour rédiger mon rapport de licence, je n'ai pas eu besoin d'utiliser un livre. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser un livre lorsqu'il s'agissait de rédiger mon mémoire de fin de cycle. Est-ce que c'est pour autant que je suis une copie-collée? Parce que si, à vous entendre, on a l'impression effectivement de dire que tous ceux-là qui, je ne sais pas, qui aiment Internet ou qui sont amis des TIC, sont finalement des copies-collées. Je dis que ça facilite seulement l'apprentissage.
C'est ce que je suis en train de dire, comme je sais que je pose comme postulat. Je dis, les NTIC sont un avantage pour nous, en ce sens que ça facilite l'apprentissage simplement chez l'apprenant. Oui. Et l'économie surtout du temps, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, donc on doit... Voilà, etc. C'est ce que je suis en train de dire. Et je vous donne les avantages d'avoir, je dis, si je devais vous prendre un exemple qui est phare, je vous prendrai l'exemple d'un projet que nous avons conduit, que sûrement beaucoup ont entendu parler, l'Université Mabongo qui a basculé dans les inscriptions électroniques. C'est une facilité. Tout le monde a vu les inscriptions en manuel. Comment les gens attendaient des heures et des heures pour faire ne fût-ce qu'une inscription. Mais en ligne, on n'a pas besoin de venir à l'université pour s'inscrire. On a juste besoin d'avoir un peu de connexion et ensuite, tout ce qu'il y a à faire, c'est joindre tous les documents après les avoir scannés. Vous voyez combien en termes de temps, vous pouvez être aux États-Unis par exemple, dans ces inscriptions en ligne, on peut s'inscrire simplement sans être au Gabon. Voilà les avantages des NTIC, voilà les avantages des TIC. Donc je suis en train de vous dire que c'est un avantage pour les apprenants, c'est un avantage pour le système de l'enseignement, parce que vous avez quoi comme avantage, c'est que non seulement on est dans les universités qui sont interconnectées, et après en même temps, qu'est-ce qu'on a? On a en même temps l'interconnexion des centres de recherche qui unissent les universités et qui unissent les différents apprenants. Vous êtes inscrit sur un tutoriel, par exemple, de psychologie. Vous avez l'avantage du avec l'autre qui est en France, par exemple, en Nancy, je ne sais pas trop, ou bien à Poitiers, etc. Vous avez la possibilité de faire un échange de données, un échange de documents, tout en étant au Gabon. Ça, c'était un avantage. Oui, allez-y. Oui, je ne refuse pas. Mais ce qui est aberrant, c'est lorsque l'utilisation de NTIC devienne une addiction pour... non, loin de là, on n'a pas besoin de faire une addiction pour, non seulement pour les enfants, pour les élèves du lycée. Je prends les élèves de terminale, au lieu d'utiliser à bon escient l'outil informatique, ils passent tout le temps à télécharger la pornographie, ils passent tout le temps à faire d'autres choses. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai dit que l'utilisation, l'emploi de NTIC n'est pas la bienvenue dans les apprentissages. Quand on sait que l'apprentissage ici, si on peut définir, si vous me permettez, Lina, apprendre, c'est pour les psychologues, comment on appelle le courant, les psychologues cognitivistes, c'est traiter. Apprendre, c'est traiter et emmagasiner l'information de façon organisée. Traiter, il faut que ça soit traité. Est-ce que lorsque ces élèves, bien ces étudiants vont sur le net prendre les notes, est-ce qu'ils traitent ces informations? Ce ne sont pas traitées. Du coup, ils prennent, ils font du copier-coller, ils prennent et c'est tout. C'est pas traité. Voilà tout ce que je dis. Et il n'y a pas de modification du comportement pour les psychologues behavioristes qui pensent que l'apprentissage, c'est la modification du comportement. Et est-ce que ces étudiants, en utilisant le NTIC, modifient le comportement? Non, il n'y a pas de modification du comportement. Donc il y a un problème dans les apprentissages. Il faut revoir les apprentissages, l'utilisation de l'outil informatique dans les apprentissages. Alors nous allons très rapidement, vous garder le fil de vos idées, nous allons marquer cette courte pause pour entamer la deuxième partie de l'émission qui sera en rapport avec le développement de la compétitivité chez les apprenants, notamment par le biais des TIC et les NTIC. On marque cette pause, on se retrouve juste derrière. De retour pour la suite de votre débat contradictoire où nous parlons justement de la compétitivité entre les apprenants grâce à l'arrivée des NTIC. C'est les NTIC qui ont apporté cette certaine compétitivité et c'est le point de vue que vous développez puisque non seulement on parle de réduction de la charge de travail, ce qui est important, et ce qui permet aussi à l'apprenant de vaquer à d'autres occupations, c'est cela? Tout à fait. Vous me permettez d'arriver à cette deuxième partie où on nous parle du développement de la compétitivité chez les apprenants. Mais je ne vous apprends rien. Que nous sommes dans une université où, effectivement, de mon profil, certains se posent des questions de savoir mais comment vous faites pour vous retrouver dans une section informatique pendant que vous êtes psychologue à la base? Mais parce que justement, j'ai passé beaucoup de temps à faire plutôt en même temps de la psychologie, mais en même temps aussi à faire à côté, si vous voulez, de l'informatique, peut-être au sens premier du terme. Ok? Pourquoi? Je prends souvent cet exemple pour dire que moi, en étant étudiant, lorsque j'étais étudiant, je pouvais donner des petits modules de formation dans Word, dans tout ce qui est le pack Office, tout ce qui est Office, voilà, je pouvais donner des formations dedans, pendant que les étudiants de même niveau que moi, dans la même salle de classe, ne peuvent pas le faire. Donc, lorsqu'ils allaient suivre un cours pour faire un cours sur Excel, je n'ai pas de temps moi de le faire ce cours, parce que j'avais dépassé ce cours-là depuis.
Donc, ça rentre dans le développement des compétitivités où j'ai des acquis que eux ils n'ont pas. On est dans le même niveau d'études, on est dans la même classe, dans la même formation, mais je me retrouve aujourd'hui effectivement en train de travailler dans ces universités. Pourquoi? Parce que j'ai des acquis en étant dans la même université qu'eux. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui même, vous allez vous rendre compte que dans la question qu'on s'est posée au départ, c'est un avantage. Est-ce que, par exemple, la création d'un site web, c'est propre forcément à un informaticien? L'étudiant, par exemple, qui est purement littéraire, va voir forcément que c'est purement informatique, mais alors que ça n'a rien à y voir. Donc, vous voyez qu'on a tous ces tous ces avantages qu'on peut développer tout en étant littéraire, tout en étant, je ne sais pas trop, des bacs différents, A, B, etc. Mais en comprenant seulement que c'est des choses basiques. En réalité, ce que je voulais dire plutôt à mon ami M. Kumba, lui rappeler que c'est basique en fait. Est-ce que faire une inscription en ligne de 10 minutes, c'est quelque chose de compliqué? Je dis non, c'est basique. Est-ce que utiliser Facebook, c'est quelque chose de compliqué? Je dis non, c'est basique. Ça fait partie de ce qu'on appelle des standards. Donc aujourd'hui, ne pas utiliser, je veux dire, l'éthique pour une université ou pour les études ou pour les apprenants, ça paraît quand même assez réducteur pour cette université. On se pose des questions, des questions par rapport au système même éducatif de ce pays. Ok? Pourquoi? Simplement parce que tout ce qui se fait aujourd'hui passe justement par l'éthique. Cette émission, nous l'enregistrons. Nous sommes en train de passer à cette émission. Les téléspectateurs peuvent la regarder autrement. Pas seulement devant le téléviseur, mais en étant sur Internet. Donc, on a cet avantage de comprendre que non seulement les NTIC permettent de développer la compétitivité. Vous n'êtes pas programmeur, mais vous avez quand même quelques notions, grâce à Access par exemple, de commencer déjà à rentrer les questions de base de données, de commencer déjà à jouer avec ce genre d'outils qui vous permettent plus tard d'arriver à faire de la programmation sans être forcément informaticien. Quelque chose m'a intéressé dans la déclaration de M. Serge Evouna. Il a dit tout à l'heure que quand il était étudiant, il avait cette avance-là parce que lui maîtrisait l'outil informatique, ce qui faisait que justement il pouvait avoir une avance sur les leçons par rapport aux autres. Mais est-ce que d'un point de vue du contenu, donc de la connaissance même, vous parliez tout à l'heure de la connaissance sur le terrain, est-ce que le fait d'avoir cette avance fait de lui confirme que cette compétence-là, est-ce qu'on peut justifier, on peut prendre son exemple pour inviter d'autres apprenants à faire comme lui? Non. Ou c'est un danger? Non, c'est un danger. Dans la mesure, je sais que lorsque on est dans la rédaction, lorsqu'il s'agit de rédiger notre mémoire ou bien d'un rapport de licence, on se réfère aux travaux antérieurs, on se réfère aux travaux des autres. Mais par rapport à ta production, lorsque tu es sur le terrain, il faut produire quelque chose. Moi, je parle dans le cadre, moi, je parle de la production de l'étudiant, venant de l'étudiant. Il n'y a pas assez de la production venant de l'étudiant. L'étudiant ne produit plus assez. Il sait, demain j'ai devoir rendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le net, il copie ce qu'il faut prendre. Maintenant, au cas de la production de l'intelligence de l'étudiant, il n'y a pas assez. On donne un problème à l'étudiant, tel que le problème au CM2 ou bien en troisième, mais une équation à résoudre. Mais l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de régler, bien de voir ce que l'enseignant a donné, qu'est-ce qu'il fait? Bon, l'enseignant, je n'ai pas compris la leçon, qu'est-ce qu'il fait? Il va recopier sur le net. Donc, il n'y a pas la production de l'étudiant dans ce cadre-là. Et cela s'applique aussi aux apprenants, enfin, je veux dire, aux élèves de secondaire, primaire, etc. Oui, est-ce que vous avez l'impression justement que ce même problème se pose? Oui, se pose plus à la capitale gabonaise. Parce que les étudiants, si je prends l'intérieur, nous avions appris, parce que nous, on ne connaissait pas, ça, il y avait, dès qu'on donne les cours, on partait réviser, on faisait du par cœur. Il n'y a plus de par cœur aujourd'hui. Si vous prenez des élèves des troisièmes, des secondes, premières, ou bien des quatrièmes, les élèves ne font plus assez de par cœur. Parce qu'ils savent que, bon, demain j'ai le devoir, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le net, je copie et je viens rendre à l'enseignant. L'enseignant va corriger. C'est-à-dire, on étudie pour passer et non pour retenir. Et non pour retenir, effectivement, c'est que nous disons. Et c'est un danger pour nous, psychologues cognitivistes, très un danger pour nous. Voilà ce que j'ai dit à mon frère. Mais dans un monde, si vous permettez, monsieur, dans un monde qui est en perpétuelle évolution, est-ce que refuser de s'inscrire dans le développement en utilisant notamment les TIC et les NTIC, ce n'est pas se mettre en marge justement du développement et de la compétitivité? Mais Dina, permettez-moi seulement de vous rappeler que ne pas parler, ne pas s'aligner, ne pas militer pour l'apprentissage d'éthique, c'est comme vous dire que vous refusez de rentrer dans la mondialisation, même si on a des altermondialistes. Mais c'est une façon de vous le dire. Une université, par exemple, où on prend sur le système éducatif, qui n'admet pas en son sein, justement, ces moyens d'éthique, est une université qui est hors compétition. C'est une université qui est hors compétition. Je vous ai dit tout à l'heure que faire une inscription, par exemple, en ligne, c'est comme si vous alliez à l'ambassade de France pour prendre votre visa.
Aujourd'hui, pour ceux qui suivent les informations, comme j'aime bien le faire, notre service d'immigration, donc on parle de l'ancien CEDOC, donc la documentation, aujourd'hui, pour faire une demande de visa, on n'est pas obligé d'aller au CEDOC. Par exemple, on n'est pas obligé d'y aller. Tout ce qu'on a à faire, c'est être connecté sur Internet, du moins sur l'adresse, sur le site de documentation, et vous avez la possibilité de télécharger le formulaire et de le remplir simplement, aller le déposer plus tard là-bas. Je dis les apprenants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les apprenants, regardez un peu tout ce qui est révision d'examen et tout le reste. Vous n'avez pas besoin d'aller en France pour regarder l'épreuve que l'autre a fait en philo, par exemple. Souvent, même si on fait en termes comparatifs, ce qu'on sait, c'est qu'en philosophie, il y a eu, par exemple, une thématique en rapport avec la violence, par exemple au bac français. On peut regarder dans ce bac et faire une comparaison pour voir à peu près ce que nous pourrons avoir. Vous avez la possibilité déjà de regarder les épreuves qui sont corrigées, comment ça s'est passé pour les examens. Je suis en train de dire que tous ces moyens, souvent, je le dis aux jeunes, que vous n'êtes pas effectivement comme vous et moi, sûrement, qui avons appris à l'intérieur du pays, mais vous avez tout à Libreville. Et je m'amène sur la terminale en disant, vous avez même Internet. Donc, logiquement, quel jeune, quel est l'apprenant qui peut vous dire que je n'ai pas pu connaître telle leçon d'histoire parce que je ne peux pas avoir le cours. Mais si vous n'avez pas le cours, vous allez sur Internet, vous le récupérez. Et vous allez le comprendre. Vous le récupérez sur Internet et vous le comprenez. La dépendance de l'étudiant. La dépendance de l'étudiant vis-à-vis de l'outil informatique, il devient dépendant de l'outil informatique. Et là, il y a la conséquence. L'étudiant n'a plus de niveau en termes réels, de production, d'une rédaction, de quoi que ce soit, puisqu'il va copier sur le net l'outil informatique et ramener les données à l'enseignant. Donc voilà le danger, effectivement, Dina. Voilà le danger, c'est celui-là. Copier, coller et remettre. Le même cas aussi s'impose aux étudiants de terminale qui passent les examens et lorsqu'ils sont en classe de terminale où on attend d'eux les élèves de terminale, c'est lorsqu'il y a le devoir de maison, ils vont sur le net. Ce que nous on veut, c'est la production. Les étudiants eux-mêmes, sans outil informatique, comme on le faisait dans les années. Permettez-moi, on constate de plus en plus la baisse du niveau des étudiants. Si on prend les étudiants des 70, si on prend les étudiants des 80, si on prend les étudiants des années 90, on constate que ces étudiants ont un niveau plus élevé, de meilleurs niveaux, de meilleures performances, bien un niveau plus élevé dans la rédaction, bien dans la rétention, par rapport aux étudiants des justement parce qu'il n'y avait pas une utilisation abusive, c'est ça, de l'outil informatique. Un point de vue que vous partagez. Vous avez la parole. C'est un point de vue que je ne peux pas partager parce que j'ai simplement envie de rappeler à M. Kumba que pour le développementaliste que vous êtes, si je ne me trompe pas, lorsqu'on est dans la stratification des apprenants, il est important que nous puissions stratifier le niveau des apprenants. Et si on est dans le domaine universitaire, vous n'allez pas me dire que le jeune, l'apprenant de première année, donc dans le parcours licence qui se retrouve en première année, en deuxième année produit. Il n'est pas encore dans la production. Moi, je vous ai dit que pour nous qui avons fait l'ancien système, arrivé au niveau de licence, au niveau de la troisième année, vous produisez. Parce qu'on vous demande de rédiger un rapport de licence. Vous avez aujourd'hui, avec le nouveau système LMD, donc on est dans le système LMD, à partir du master, on n'a rien produit. Du master 1, on ne produit rien du tout. On produit un rapport. Un rapport. Mais est-ce que peut-être éclairer nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, j'ai l'impression quand je suis les propos de M. Kumba, c'est qu'il parle de la compétence, de la production intellectuelle. La performance et vous voulez expliquer aux téléspectateurs qu'à cause des NTIC, l'utilisation abusive des TIC et les NTIC, on ne ressent plus, on va dire, la production intellectuelle de l'étudiant. Ah oui, effectivement, l'utilisation des NTIC. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des copies. Oui, des copies. On est plus dans des copies, c'est cela que vous êtes en train d'expliquer aux téléspectateurs. Ce que je suis en train de dire à M. Kumba, et ce que je refute avec assez d'énergie, c'est de lui rappeler que lorsque je donnais ces enseignements sur Excel, parce que j'avais de l'avance sur les autres camarades de classe, ce n'était pas quelque chose de théorique, c'était pratique. C'est-à-dire que l'enseignant, moi je ne suis pas cet enseignement parce que j'avais déjà dépassé cet enseignement. Et donc sur le plan de la pratique, je vous dis que moi je me retrouve au service informatique aujourd'hui, c'est parce que je touche l'outil. Pas parce que je suis éloigné de l'outil. Je donne des tutoriels, je donne des enseignements parce que je touche l'outil. Et je vois ce que l'outil apporte dans ma vie, non seulement en tant que fonctionnaire, mais aussi en tant qu'enseignant. Je vois ce que cet outil m'apporte. N'oublions pas qu'on est dans la libéralisation de la connaissance. Justement, c'est ce qui est assez avantageux. L'enseignant qui vous tient en cours, par exemple, n'a plus le monopole de la connaissance. Pourquoi? Parce que grâce au TIC, on est arrivé à démystifier cette connaissance. Puisque vous avez la possibilité, vous, peut-être lui ne postant pas son cours, mais maintenant son cours en ligne, vous avez la possibilité de voir le même cours ailleurs avec quelqu'un d'autre et le mettre en parallèle.
Et là, vous avez possibilité de faire quoi? De rentrer dans la production de la connaissance parce qu'il sera possible, il sera demandé ensemble d'apporter le dépassement ou d'apporter la différence. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout ce qui passe sur Internet, c'est du copie-coller. Et comme ça crée cette addiction, les gens, lorsqu'on les enlève de ces copies, ne valent rien du tout. Je pense quand même que ce sera faire une injure à ma personne. Ok, comme je suis en train de vous le dire, je vous rappelle que j'ai produit mon rapport de licence, pas dans le système LMD, puisqu'on ne parle pas de rapport de licence. Pour mon rapport de licence, grâce à Internet, mon rapport mon mémoire grâce à Internet, mais je ne pense pas que de vous à moi... Donc, justement, vous invitez aussi les jeunes Africains et rentrer en contact avec les livres, même prendre un livre physique, avoir un ouvrage physique... Monsieur Yves Koumba, vous n'êtes pas en train de douter des compétences de M. Serge Rivouna sur ce plateau. Puisqu'il n'a jamais, il a utilisé... Un document physique pour des lectures, pour... Voilà ce que j'ai dit. Donc vous doutez. Lui, il peut être un cas à part. Je pense seulement que vous ne serez pas, je vais quand même vous le dire parce que nous sommes à l'antenne, vous n'allez pas me dire que vous êtes contre la politique gouvernementale. Ok? Pourquoi? Simplement parce que notre pays, le Gabon, je vais vous le dire, laissez-moi quand même vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a le pour, le contre. Vous aurez la possibilité, laissez-moi vous apporter une information peut-être que vous n'aviez pas. Mais vous savez très bien que le gouvernement gabonais, en partenariat avec un certain nombre d'opérateurs, je vais les citer en l'occurrence RTL et en l'occurrence l'UNESCO, ont décidé de financer une formation sur l'auto-emploi, voir comment la problématique des NTIC peut résoudre le problème de l'emploi au Gabon. Et ces formations sont des formations dans l'auto-emploi. Je sais je crois que c'est le programme Train My Generation. Voilà, donc vous voyez que voilà comment on estime que les NTIC ou les TIC peuvent être une solution au chômage chez les jeunes. Et vous campez sur votre position? Oui, mais je campe cette position parce que sinon vous serez en train de me dire que le gouvernement est en train de se fourvoyer en montrant une piste et rassurez-vous que ce projet est l'un des projets phares que le gouvernement gabonais a présenté dans l'espace CEMAC, dans la résolution du chômage dans son pays. Donc vous voyez très bien que nous croyons fermement que les NTIC peuvent être une solution, ne fût-ce que dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine de l'enseignement, mais aussi dans le domaine même de l'économie, c'est-à-dire en résolvant le problème du chômage. Donc, et là, quand on regarde ces formations, ça va du premier niveau au dernier niveau. Vous avez la parole. Comment ça s'est passé, ces formations venant du gouvernement, de ceci? Parce que moi, je n'en crois pas aux politiques. Je n'en crois pas aux politiques. Heureusement que ce n'est pas un débat politique aujourd'hui sur ce plateau. Des apprentissages. Je vous dis simplement la logique dans laquelle le gouvernement qui croit aux NTIC comme moi, que les NTIC sont une solution au problème du chômage, comme les NTIC sont une solution justement à la question de l'apprentissage, à la question d'éthique dans nos universités et dans nos grandes écoles et dans nos lycées et collèges. Aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, vous êtes d'accord, vous êtes au courant qu'il y a un logiciel qui a été mis en place en ce moment pour gérer les questions de scolarité dans les lycées et collèges du pays. Donc c'est une avancée considérable. C'est une avancée considérable qui montre davantage que les questions de l'éthique occupent une place prépondérante dans les politiques gouvernementales de notre pays. Et que je ne peux pas être de ceux-là qui pensent que l'éthique n'apporte rien de significatif dans l'enseignement et chez les jeunes apprenants. Nous allons très rapidement vous laisser réagir, mais brièvement, à sa déclaration. Donc, finalement, tout ce que vous étiez en train de dire, vous parliez de contenu, vous parliez de compétences. Au regard de ces propos, le gouvernement gabonais aussi s'inscrit justement ou milite pour l'utilisation réelle des TIC et des NTIC dans l'apprentissage au Gabon. Vous ne partagez pas ce point de vue? Vous pensez que ce sont des politiques uniquement? Je pense que ce sont des déclarations, pour ma part, si vous me permettez de le dire, des déclarations qui ne tiennent pas, attendons voir, mais l'utilisation, l'emploi des politiques dans les Vous permettez qu'il termine, monsieur, et vous permettez que monsieur Koumba, allez-y. L'arrivée de l'utilisation des NTIC dans les établissements scolaires n'est pas la bienvenue pour ma part. Parce que là, nous allons assister à une régression du niveau des étudiants, la baisse du niveau des étudiants, des élèves et tout. Voilà ce que je peux en dire. Alors, regardez. Mais s'il s'agit de, par exemple, compter la numérisation des étudiants, les noms d'accord, mais s'il s'agit des apprentissages proprement dites, je crois qu'il y a un souci. Mais qu'est-ce que fait du e-learning? Alors, messieurs, gardez. C'est les apprentissages via l'outil informatique. Et qu'est-ce que fait des MOOC? Qu'est-ce que fait d'Alison?
Gardez le fil de vos idées, messieurs. Nous nous retrouvons juste après pour parler des différentes techniques de fraude en milieu scolaire, secondaire et universitaire, justement, qui ont pour origine l'arrivée des NTIC et des TIC. Nous nous retrouvons juste derrière. Alors nous allons justement parler des techniques de fraude, hein, parce que on a enregistré notamment en Afrique et le Gabon en particulier un taux élevé de fraude dans les examens au concours. On parle même de copies conformes on va dire des maîtrises, des épreuves, etc., des doctorats de certaines personnes. On copie tout ce qui a été fait, on réplique la même chose et on se présente devant un membre du jury et on demande à être noté. Que vous inspire ce type d'action? Je crois que ce type d'action n'est pas une bonne chose pour les apprenants. Sur le plan... je peux peut-être rappeler que ça justifie vos propos, oui, par rapport à l'utilisation des TIC et Ça NTIC. justifie effectivement mes propos, parce que si on n'a pas un ordinateur, si on ne peut pas aller sur le net, on ne peut pas se permettre de tricher ou bien de voler ou bien de recopier le mémoire d'un étudiant ou bien encore la thèse d'un autre étudiant. On a vu ce qui s'est passé. Je n'en cite pas. Recopier des doctorats, des gens, moi je crois que c'est pas bien. Et à cela, il faut quand même ajouter que lorsqu'il y a des évaluations au niveau de l'université ou bien des lycées et collèges, on constate malheureusement que les étudiants possèdent des téléphones qu'ils mettent sur vibreur ou bien sur silencieux, mode silencieux. Du coup, les amis qui sont à l'extérieur les envoient des réponses, envoient ces étudiants-là les réponses et ils recopient ces réponses. Donc, du coup, ça fausse l'évaluation. Ça fausse l'évaluation. Et du coup, l'étudiant n'est pas compétent. À la sortie de cette formation, l'étudiant a beau avoir une bonne note, 12-14, parce qu'il a bénéficié de l'aide de son ami qui est à l'extérieur, qui est hors de l'établissement, qui envoie des réponses via le téléphone portable. Du coup, cet étudiant n'a pas la compétence, ne peut pas avoir une bonne compétence au sortir de sa formation. C'est ce que nous disons. Voilà, mais c'est ce que nous disons, Dina. Et cela vient confirmer. Je vais demander à la réalisation, en connivant justement avec la réalisation, de nous mettre en image quelques techniques de triche utilisées par certains apprenants, et vous demander à vous qui campez sur cette position du côté bénéfique, de l'aspect positif des NTIC et des TIC, que vous inspirent ces images-là que nous voyons là maintenant pendant des examens, des étudiants ou des apprenants qui se comportent comme ça? Que vous inspirent ces images? Oui, mais bon, enfin, je ne peux, ces images me laissent simplement, je sais pas, me laissent sans mots. Mais juste pour dire que ce n'est pas, je vais dire quoi, comme je vous l'ai dit au départ, dans toutes les technologies, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Et donc pour ce qui est de l'heure, il faut simplement rappeler que quel que soit ce que la technologie peut apporter en ce qui concerne de négatif, on a la possibilité effectivement de limiter, de freiner en mettant un certain nombre de logiciels, en déployant une autre forme de technologie. Je vous prendrai un exemple le plus simple. Moi, sur mon ordinateur, par exemple, vous n'avez pas la possibilité en étant connecté sur Internet, vous n'avez pas la possibilité de voir tout ce qui est pornographique, par exemple. Simplement parce qu'il y a des logiciels sur Internet qui permettent de bloquer ce contenu. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous y connaissez, vous téléchargez ce logiciel et puis vous le mettez sur votre machine. Donc, la même chose peut se passer pour ce qui est des différentes techniques de fraude en milieu scolaire, universitaire, etc., simplement par un contrôle strict. C'est tout ce qu'on a à faire. Est-ce qu'au-delà de ça, on va vous dire que parce que, quelle que soit la technologie qu'on va apporter, elle aura toujours un revers. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne peut pas reconnaître les effets bénéfiques que cette technologie peut apporter sur l'évolution de l'homme et sur la vie de l'homme en général? Est-ce que vous êtes d'accord, pas que vous soyez d'accord, je voudrais peut-être reformuler, voir la question autrement. Est-ce que vous trouvez normal qu'un étudiant ou un apprenant puisse copier la thèse de quelqu'un d'autre? Il sait que ce n'est pas sa production et vient comme ça présenter cette thèse-là et en faisant croire qu'elle a été produite par lui.
Mais ce que je vous ai dit au départ, c'est qu'il y a des moyens de contrôle. Au-delà de ça, vous avez tout ce qui est en rapport avec les droits d'auteur et tout le reste. À quel moment, par exemple, une thèse qui a été mise sur Internet peut être utilisée par quelqu'un d'autre, mot par mot? C'est des questions comme tout ça, ça reprend dans les questions toutes les questions éthiques en rapport avec les technologies, de l'information, de la communication. À quel moment le droit d'auteur, on perd son droit d'auteur, à quel moment. Donc, toutes ces informations sont des informations que ceux qui ont la compétence requise pour légiférer dessus doivent se prononcer. Et à partir de ce moment, tout ce que les gens ont à faire, c'est de connaître, comme on dit, de connaître la loi. En rapport, par exemple, avec les technologies de la communication et de l'information. Et donc, c'est à partir de ce moment que les gens, les apprenants et tous les autres usagers peuvent arriver à ne pas tomber dans ce piège de fraude. Simplement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des mesures. Vous avez le droit de réagir, puisque ceux qui en ont les moyens, ils vont prendre, copier et ramener pour utiliser ces mémoires. Ce qui va à l'encontre de l'éthique, du psychologue, l'éthique et la déontologie. Vous faites parce que logiquement, je ne suis pas censé vous poser une question. Vous pensez qu'avant qu'on parle d'éthique, il n'y a pas eu de moyen de fraude traditionnel, c'est ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus abusif maintenant? Oui, c'est plus abusif. Depuis que les éthiques et les éthiques sont là. Maintenant, les techniques sont devenues très fiables de fraude à l'université. Je pose une question. Lorsqu'un étudiant se retrouve en salle en train d'étudier son téléphone, à qui la faute? C'est l'éthique ou bien c'est celui qui doit... c'est le fait d'avoir ces téléphones, le fait qu'il a téléchargé, ou bien recopier la leçon, copier la leçon dans son téléphone et le poser ce téléphone-là sur la table. Lorsque l'enseignant arrive, l'enseignant va penser à un téléphone, dès qu'il tourne le dos, l'étudiant ouvre le téléphone et il commence à recopier. Là, du coup... Donc, s'il n'avait pas ce téléphone avec lui, il ne devait pas tricher. Il ne devait pas tricher. Voilà, mais monsieur Ebouna, voilà ce que nous disons. Peut-être, allez, je peux peut-être plus ou moins accepter ce que vous dites, mais avec beaucoup de recul sur ce que vous dites par rapport à l'emploi, à l'utilisation de téléphone portable. On peut utiliser un téléphone portable comme son nom l'indique, appeler, envoyer un message. Bon, aujourd'hui, avec l'arrivée des téléphones qui ont autant de très sophistiqués et tout, donc du coup, qui permettent notamment de tricher facilement. Il y a ces moyens-là. Donc finalement, vous confirmez que l'éthique et l'éthique sont des dangers. Voilà, effectivement. Monsieur Koumba, je ne comprends pas. J'ai vraiment insisté avec cet exemple de traduction, par exemple. Parce que vous avez un logiciel, un traducteur sur votre téléphone, que vous avez le droit d'amener ce téléphone en classe pendant que vous faites vos devoirs de langue, par exemple, c'est ça? Ce sont ceux qui ont... Mais on le constate de plus en plus. Je vais prendre un exemple. J'ai un ami qui est en anglais ou bien en études ibériques. On donne à ses étudiants les devoirs de maison. Lui, on sait qu'il veut la note pour aller en classe supérieure. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre son dictionnaire, de traduire le texte, mais il prend quoi? Il va sur le net parce qu'il y a autant de facilités que ça ne le permet pas. C'est pour le temps et tout. On ne peut pas rester la carte du temps devant son texte. Il prend le dictionnaire, le téléphone ou bien l'ordinateur, il commence comment on appelle ça, à traduire. Donc ce que vous déplorez, au détriment de son dictionnaire. Vous déplorez le manque de travail au profit de l'économie du temps qui est peut-être mis en avant par l'éthique et l'éthique. Oui, effectivement, Dina. Donc vous comprenez que l'étudiant, puisque s'il le fait avec son dictionnaire, il y a une rétention, il va retenir. Parce que le fait de prendre un mot et d'écrire, il retient. Mais alors que lorsqu'il va sur son téléphone ou bien sur son ordinateur, il ne retient pas puisqu'il veut juste recopier et aller donner à l'enseignant. Vous comprenez que l'étudiant ne sont même plus assez performants et pointu dans son travail, à la sortie de sa formation ou bien lorsqu'il s'agit de tester ou bien d'évaluer ses connaissances après sa formation. Voilà. Vous avez le droit de réagir. Alors bon, Dina, Monsieur Koumba, j'ai bien envie de lui poser la question s'il n'a pas un téléphone dernier cri. Mais... Je veux dire, donc vous réussissez quand vos amis, comme en termes de groupe, de WhatsApp, à partir d'un seul message, toute la classe peut avoir le message d'un rendez-vous, d'un devoir. Ça, c'est bon. Mais je recommence à dire qui met les limites. C'est la question que je pose. Qui met la charte d'utilisation, par exemple, d'éthique? Elle expliquait à qui, etc. C'est là où le travail de base se fait. C'est d'accord, il y a l'arrivée, on utilise les antiquités, mais est-ce qu'on sait comment on les utilise? Vous l'avez tout à l'heure, je suis d'accord avec vous. Je dis, bon, vous prenez l'exemple d'un couteau, c'est le même couteau qui vous sert
à préparer tous vos aliments, mais c'est le même couteau qui peut aussi vous donner des blessures. Est-ce que c'est pour autant que le couteau n'est pas bien ou c'est l'usage qu'on en fait? Donc, ça veut dire que dans le fondement même d'éthique, comme je vous l'ai dit, dans le fondement même d'éthique, il y a un côté qui est assez positif, qui est assez avantageux pour l'homme, pour les apprenants et pour toute la société. Et je vous dis que lorsque vous n'imitez pas, vous êtes très loin, vous êtes, je sais pas, vous êtes marginalisé, voilà. Moi, j'ai entendu des étudiants, par exemple, dans l'exercice de mes activités, d'entendre des étudiants, lorsqu'on vous dit en passé, donnez-moi communiquez-moi votre adresse mail, ils disent que non, ils ont laissé ça à la maison. Comment vous pouvez expliquer à un étudiant, quelqu'un qui a eu le bac, il est en deuxième année, il est en licence 3, il est en master, il vous dit qu'il a laissé son adresse électronique à la maison. Et vous trouvez comme que c'est normal, et vous estimez même que c'est même un étudiant. Bon, monsieur, lorsque vous dites cette question quand même, lorsque si je fais... Mais, moi, j'essaie de vous montrer combien de fois c'est basique. Non, je ne pousse pas. Et que c'est normal, parce que vous n'êtes plus quelqu'un qu'on regarde autrement dans le quartier. Vous êtes étudiant, vous devez vous adapter aux normes, vous devez rentrer dans les standards. Parce que là, on parle de la compétitivité. Comment vous allez être compétitif avec le petit Malien? Avec un monde justement qui est en perpétuel changement. Les Yaoundé, comment vous allez faire? Comment vous allez être compétitif avec les étudiants, les apprenants partout dans le monde? Les apprenants qui ont créé une adresse électronique simplement parce qu'il fallait envoyer juste une copie de devoir. C'est tout. Et lorsqu'on demande l'adresse, ils ne la connaissent plus. Parce que justement, on n'en fait pas. Vous avez une image qui est patente. Regardez ce que les gens font le long du boulevard Léon Mba, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est des images qu'on n'est pas censé voir. Je rappelle que c'est un quartier de Libreville, la capitale gabonaise, au niveau de notre Assemblée nationale, où justement certains citoyens s'y rendent pour profiter du Wi-Fi, c'est bien ça. Et nous ne devons pas en arriver là, justement. C'est ce que tu disais, que les hommes politiques mettent en place certaines politiques pour les NTIC et pour l'arrivée des NTIC dans les établissements, mais c'est un leurre. C'est que je disais que je n'en crois pas aux politiques. Voilà, dans toute la capitale, comment on peut comprendre que, Dina, si vous me permettez, c'est juste un constat, que dans toute la capitale, il n'y a pas de bibliothèques. Des bibliothèques municipales, c'est pas quand même, c'est pas bien pour nous collectivistes. Il faut plus ou moins que l'État, monsieur Evounan, vous qui avez un côté penchant pour les hommes politiques, que fasse nécessairement l'effort à nous trouver une bibliothèque municipale. Il peut-être qu'il existe une bibliothèque... je ne sais pas, une bibliothèque à caractère universitaire, parce que je n'en trouve pas la caractère universitaire. Est-ce qu'il n'existe pas une bibliothèque, je ne sais pas, je ne vais pas parler de virtuel, mais numérique plutôt? Bon, étant donné que je suis au niveau du centre des ressources informatiques et réseaux de l'Université Bongo, pour la petite histoire, c'est que nous avons développé justement un projet dans ce sens. Donc en l'occurrence, ce qu'on appelle le DINAL, donc qui est le dépôt numérique institutionnel à accès libre. Donc c'est justement dans ce dépôt où on aura la possibilité de retrouver toutes les productions à caractère scientifique, qu'elles soient visuelles ou numériques, enfin, manuelles. Toutes ces productions, nous pourrons les trouver effectivement à partir sur ce dépôt numérique, comme son nom l'indique. Donc, tout ce qu'on attend, voilà, c'est la matérialisation effective de ce projet. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, je vais dire au Bénin, tout ce que vous avez besoin de faire, vous voulez prendre un document gabonais et vous allez sur cet espace et vous récupérez le document avec tous les droits qui y vont avec. Donc c'est un peu ça. Et nous allons peut-être revenir parce qu'on parle un peu de politique, mais nous ne sommes pas là pour un débat politique, nous sommes plutôt là pour parler justement de l'utilisation ou l'arrivée des TIC et NTIC dans l'enseignement pour les apprenants. Et c'est peut-être l'occasion encore de revenir vers vous, Monsieur Serge Evounan, pour peut-être parler avec vous de l'aspect, peut-être pas de la facilité, mais de dire que les TIC et les NTIC ont permis de réduire les distances entre continents. Et c'est peut-être un argument que vous vouliez expliquer là tout de suite. C'est un argument de taille. C'est un argument de taille. Comme on l'a dit, nous sommes dans l'échange, dans un espace d'échange universitaire de connaissances libres. Donc on a parlé des accès libres. Tout à l'heure, je vous ai parlé des MOOC, donc les Massive Open Online Courses. Ok, c'est des cours qui sont donnés par des universités par le biais de ce système d'enseignement libre qui est en ligne. Et comme je m'amuse toujours à le dire aux étudiants, combien d'étudiants savent cela? Combien d'étudiants savent qu'on n'est pas obligé d'être universitaire en venant s'inscrire dans une université, mais à partir de son ordinateur, on peut simplement acquérir un certain niveau de connaissances universitaires. Vous avez aussi les Allison, et ce qui est intéressant, c'est de savoir que tous ces enseignements sont déjà accompagnés par des délivrances de certification reconnues par les universités. Dans l'espace de l'Agence universitaire de la francophonie, ils font la promotion justement de ce système
système d'apprentissage aujourd'hui. Ce que je regrette, je suppose que l'université est en cours de se conformer ou disons seulement de tisser à ce partenariat pour arriver à dire aux étudiants et à la communauté des apprenants et des enseignants même qu'on peut acquérir les connaissances universitaires, puis ça va désengorger les amphis. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les distances sont limitées. Vous êtes à l'université Mabongo, vous pouvez rentrer en contact avec un étudiant d'un autre pays et en ayant dans les systèmes de tutoriels, dans les systèmes de forums, voilà, c'est surtout les forums. Voilà, vous envoyez une thématique, vous discutez avec l'autre collègue qui est par l'université de Cotonou, etc., etc. Donc, nous sommes en train de penser simplement que les NTIC constituant cela, comme on l'a dit, il n'y a plus de barrières. Les barrières sont... Les barrières sont... Voilà, on va dire, les barrières sont brisées, les échanges de cours se font en ligne, nos enseignants sont même davantage, les enseignants sont évalués au travers des pairs, grâce à leurs cours qu'on peut retrouver disponibles sur Internet, etc. Même si, bon, nous n'en sommes pas vraiment encore là pour ce qui est du cas du Gabon, parce qu'effectivement, il faudrait que nous, lorsque les étudiants prennent par exemple les cours des enseignants d'autres pays, il serait intéressant de voir que les étudiants peuvent aussi retrouver le cours de leurs enseignants en ligne aussi. Et vous, monsieur Yves Koumba, pour vous, les apprenants sont habitués à obtenir facilement les informations sur la toile, justement via les TIC et les NTIC, et cela ne favorise pas le développement intellectuel sur le terrain. Ah oui, ça, comme je le disais, cela ne favorise pas le développement intellectuel bien cognitif des apprenants, puisqu'on reste postré devant son ordinateur pour recopier ou bien pour prendre ce qui est de l'extérieur. Vous imaginez les amphis vides, tous les amphis vides, les salles de classe vides, et des gens en train de prendre leurs cours depuis chez eux? Vous imaginez un monde comme ça? Oui, je ce serait catastrophique. Mais je m'imagine plus ou moins, mais je disais qu'il n'y aura pas interaction. On peut prendre un cours sur l'ordinateur, mais qui va interpréter ces cours? Est-ce que l'étudiant en a les moyens pour interpréter? Moi, quand on parle d'enseignement, quand on parle de méthodes, il y a les méthodes dans l'enseignement, il y a les méthodes traditionnelles, il y a les méthodes actives. Dans les méthodes actives, il faut qu'il y ait l'échange, interaction entre l'étudiant et l'enseignant. Du coup, il y a la transmission, il y a cet échange-là entre deux personnes. Mais lorsque on vient dans un amphithéâtre et on constate finalement qu'il n'y a plus d'élèves, moi je crois que là, c'est tuer l'enseignement, si vous me permettez. Parce que l'enseignement ne se fait pas à sens unique. Ça ne se fait pas à sens unique. Le faire à sens unique, c'est avec l'utilisation de NTIC, c'est réparti à l'enseignement traditionnel. C'est réparti à l'enseignement traditionnel d'où l'enseignant était le détenteur, le guide des connaissances. Monsieur Koumba, permettez-moi s'il vous plaît, permettez-moi de vous rappeler. Très rapidement. Oui, très rapidement, je vous rappelle seulement que lorsqu'on va vous donner une thématique et que vous devez faire vos recherches internet, ne pensez pas parce que vous avez écrit par exemple l'impact de la sociologie que vous allez trouver l'impact de la sociologie. Vous pensez que ce n'est pas un effort de reformuler et de trouver le thème? Mais il y a pas dans l'enseignement. Quand on parle d'enseignement, il faut qu'il y ait échange entre deux personnes. Il faut qu'il y ait interaction. Il faut qu'il y ait interaction. Mais le fait d'utiliser les NTIC, on risque de répartir dans les méthodes traditionnelles. Et de tuer l'enseignement. Et de tuer l'enseignement qui consiste, je vais parler, l'enseignement, les méthodes d'utiliser l'enseignement, comment on appelle ça? La méthode active, d'utiliser les méthodes actives qui consistent à avoir l'échange entre l'enseignant et les apprenants. Voilà, c'est la fin de votre émission. C'est à 3 axé sur les thèmes l'utilisation ou l'arrivée des NTIC et TIC constitue-t-elle un danger pour les apprenants? Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7 à 3 en chiffres. Voilà. Nous avions sur le plateau monsieur Yves Koumba qui est diplômé en psychologie du développement de l'enfant et de l'éducation. C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avions aussi monsieur Serge Evunamba, qui est lui chargé de ressources humaines au Centre de ressources informatiques et réseau de l'Université Omar Bongo, le CREA. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. On se retrouve très prochainement pour un nouveau thème sur la plateforme panafricaine du débat contradictoire. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.